aussi aux éditions des Crescenzo, qui ont publié Cône, dont ils publient le premier livre de traduction de poésie. Cône qui a eu d'autres livres, bien sûr, de poésie traduite chez Belin dans la collection L'Extrême contemporain, et qui a été aussi publié dans la revue de Michel Deguy, Poésie. Je vais passer la parole à Jean-Claude De Crescenzo, qui présentera Cône, qui est donc là à la table. Et donc l'interprétariat sera fait par Kim et Diong. Je ne sais pas si je prononce très très bien. Voilà. Bonne soirée, à bientôt. Bien, bonsoir à tous, et puis merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation finalement assez facile pour moi, tant Cône est ce qu'on appelle une légende vivante en Corée. Je n'ai pas de difficulté à dire qu'il est le plus grand poète vivant de ce pays que j'aime tant, qui s'appelle la Corée du Sud. Alors pour présenter Cône, c'est à la fois facile parce que sa vie est tellement mouvementée que toutes les étapes qu'il a franchies sont pour nous autant à la fois de bonheur et puis parfois de tristesse à les voir ainsi s'être déroulées de cette manière. Il a d'abord été moine bouddhiste et responsable du plus grand temple de Corée. Enfant, il a vécu l'occupation japonaise. Vous savez qu'en Corée, il y a eu 40 années d'occupation japonaise. Et puis lorsque l'occupation japonaise s'est terminée, il y a eu la guerre de Corée pendant 3 années, guerre qu'il a vécue également. Et lorsque la guerre s'est terminée, quelques années après, il a vécu quasiment 35 ans de dictature militaire. À ce seul énoncé, on voit bien que sa vie a probablement été un mélange de rose et de noir. Noir quand il assiste à la spoliation de son pays, un pays dans lequel très souvent, il fallait manger les écorces des arbres pour pouvoir se nourrir, tellement il était pauvre. Noir, quand il cherche sa voie, dans la méditation des sutras, par exemple, dans l'alcool qu'il ne néglige pas, dans l'insomnie aussi, dans les multiples désirs d'en finir avec la vie également. Noir, quand sa poésie qu'il débute dans les années 56-57 n'est pas encore en mesure de constituer une réponse aux questions sociales qu'il se pose et qui le hantent. Enfin, rose, quand la reconnaissance de son travail arrive finalement assez vite, quand il rencontre Lee Sang-hwa, sa femme, quand il devient président de l'Association des écrivains pour la liberté, dans un pays où la CIA américaine inspire son clone, la CIA coréenne. Mais le bonheur comme le malheur, jamais ne dure. Il faut survivre pendant la dictature, il faut survivre sous la dictature. Sa poésie devient nihiliste. Il est de multiples fois arrêté, emprisonné, torturé. Tandis que le pays entre dans sa phase de modernisation, un ouvrier s'immole pour dénoncer les misérables conditions qui leur sont faites. C'est pour Cône le tournant dans sa prise de conscience sociale et dans sa poésie en même temps. Désormais, poésie, obsession de l'histoire coréenne et défense des plus faibles vont aller de pair. En 1980, il est condamné à 20 ans de prison par la junte militaire. Pour les plus anciens parmi nous, se souviennent certainement que quelques années auparavant, au Chili, la junte de Pinochet coupait les mains du poète Victor Jara. Et Jean Ferrat ajoutera plus tard pour lui apprendre sans doute à jouer de la guitare. Presque à la même période, Cône est emprisonné dans une cellule d'isolement. Un étage de la prison lui est réservé, à lui tout seul. Il n'a pas même un papier, ni un crayon. Ferrat aurait peut-être dit pour lui apprendre à écrire de la poésie, sans doute. Il devra à la solidarité internationale d'être libéré au bout de 2 ans et demi d'isolement en cellule.
Et depuis lors, sa poésie vagabonde, par monts et par vaux, par-delà les pays et les hommes, pour s'arrêter là où le vent l'a poussé. Ce poète, né à Consan, dans le Chollado, une région historiquement révoltée contre le pouvoir central, chemine alors vers sa reconnaissance mondiale. En quelques 60 années de poésie, c'est près de 155 volumes qu'il a écrits, en poésie, en essais, en critique littéraire, en histoire. En France, il a publié Qu'est-ce, poème zen, puis Sous un poirier sauvage, puis 10 000 vies, Chuchotement, Les fleurs de l'instant, qui va paraître bientôt chez Circé, et enfin, les poèmes d'Himalaya, dont nous allons parler ce soir. Il a obtenu une trentaine de prix, il multiplie les conférences en Corée à l'étranger. Dernièrement, il a visité près de 30 pays. En Corée, il peut y avoir jusqu'à 1000 personnes qui viennent l'écouter. Avant de venir à Marseille, il était en Corée du Nord, au mont Kumgang, une montagne sacrée, pour la réunion du comité de rédaction du Grand Dictionnaire de la péninsule coréenne. Vous savez peut-être que depuis la division, les deux langues se sont un peu éloignées l'une de l'autre, et depuis tant d'années, il travaille sur un projet avec ses homologues nord-coréens à la constitution d'un dictionnaire qui fera quelque chose comme 300 000 mots et qui devrait voir le jour en 2019. Monsieur Cohn est le directeur du projet. Il y a 5 ans, il venait pour la première fois à Aix-en-Provence, à l'université. Une salle bondée, 180 personnes venues l'écouter, et parmi elles, des étudiants qui entendaient sans doute parler de poésie pour la première fois, si l'on accepte les odieuses récitations qu'on nous infligeait à la petite école, comme on disait autrefois. Et ce fut une soirée mémorable. Les plus jeunes dans la salle n'avaient sans doute jamais vu ni entendu un poète aussi vivant. Car dans la poésie de Cohn, la vie et la poésie ne sont pas dissociables, comme autrefois le fut la philosophie. Mais ne pas dissocier la vie de la poésie risquerait de conduire à une poésie lourde, militante. Rien de cela chez Cohn. Dans un pays marqué par le malheur et la misère, jamais la poésie de Cohn n'est misérabiliste, larmoyante, voire nationaliste. C'est ainsi qu'il se distingue de bon nombre d'autres poètes coréens. Pour ce poète qui a eu tant de comptes à régler avec la vie, l'avenir est encore ce qui l'intéresse le plus, sans doute parce qu'il pense y passer ses prochaines années, comme disait l'autre. Au travers de vers libres, sans ponctuation, le mysticisme peut affleurer, mais Cohn est bien trop rusé pour cela. Le détachement, l'humour, le moindre objet est regardé sous son envers et son avers. Qu'il rate un train ou qu'il reçoive un cadeau, il répond invariablement « on a bien fait ». Tout objet, animal, feuille d'un arbre est motif à poésie, comme dans ce poème intitulé « Le moustique » par exemple. Piqué par un moustique, je suis bien vivant, gratte, gratte. Ou dans cet autre poème, un seul vers, l'étoile filante. C'est bien, tu me reconnais. Ou encore dans celui-ci, la chouette. La chouette en plein jour ouvre grand les yeux, ne voit rien, attends, ta nuit viendra à coup sûr. Dans ces poèmes si courts, qui est une spécialité de l'Asie, que ce soit le shijo ou l'haïku, Cohn laisse éclater le détail qui surprend, touche, amène à penser que rien dans ce monde n'est négligeable, ou bien le contraire, tout est négligeable. Si on t'appelle, ne réponds pas tout de suite. Dans la plupart des cas, ce n'est pas toi qu'on appelle. Dans ces poèmes d'Himalaya que nous présentons ce soir, nul mysticisme. Le voyage au Tibet n'a pas eu pour motif de trouver réponse à de lancinantes questions. N'oublions pas, Cohn a été moine bouddhiste. Cohn aime la transgression. Il transgresse par sagesse. Il dit dans un de ses poèmes « Je suis ravi de l'impuissance de la sagesse », un poème qui s'appelle « Un village à 4300 mètres d'altitude ». Et pas plus que la sagesse, la vérité ne l'intéresse. Seul compte le chemin à accomplir et les gens à rencontrer. Et l'humour, toujours présent, pour se défaire de l'angoisse qui étreint le poète, comme dans ce marché de Lhasa au Tibet, où les mendiants crient pour réclamer une pièce. « Kuchi, 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 kuchi » Et Cohn écrit « En entendant cela, je me suis senti majestueux. Je lui ai donné un billet de banque chinois. » Là où le cynisme pourrait l'emporter, Cohn renverse le paradigme et conclut
j'ai dû transpirer abondamment sans pouvoir m'en aller nulle part. Ainsi est Cône, un chantre des vies minuscules, dirait Pierre Michon. Sa propre vie minuscule, à l'opposé de la grandeur qu'on lui porte. Car le but ultime de Cône est aussi le but ultime du bouddhisme, retrouver son cœur d'enfant. Hier soir, Cône m'a promis de revenir encore 4 fois me voir, nous voir. Et comme nous nous voyons à peu près tous les 4 ans, j'ai calculé que nous avions 16 ans devant nous. Il aura alors presque 100 ans, autant dire l'éternité. Et l'éternité, c'est long, disait Woody Allen, surtout à la fin. Et pour terminer, je voudrais vous raconter une petite anecdote. C'était en 1973 Cône vit une période très difficile. Il veut en finir avec la vie et se réfugie dans une petite île au sud de la Corée du Sud. Il hésite finalement et renonce. Et en renonçant, il se fait la promesse suivante, puisque je m'en suis tiré, j'irai un jour saluer la tombe de Paul Valéry. En 2013, il arrive à Aix pour la première fois et la seule demande qu'il me fait, c'est « Emmène-moi à Sète ». Nous sommes allés à Sète, nous avons circulé dans le dédale des tombes et lorsqu'il a vu la tombe de Paul Valéry, je ne dis pas le premier geste qu'il a fait parce qu'il va le dire tout à l'heure, et puis tout d'un coup il s'est quasiment mis à danser. Alors j'ai déjà vu ou lu des poètes qui voulaient aller cracher sur les tombes, mais voir un poète qui danse sur une tombe, c'était plutôt étrange. Il aura fallu donc 40 ans, 1973-2013, pour qu'il réalise enfin sa promesse. Et je dois avouer que c'est une de mes plus grandes fiertés que de l'avoir aidé. Voilà, merci. Nous avons organisé la soirée avec le centre de la manière suivante, des lectures que va nous effectuer François Lespion. On commencera par des lectures françaises tout à l'heure, mais d'abord Cône va nous dire un petit mot. Les lectures françaises seront ensuite lues par Cône lui-même en coréen. Donc je vais céder ma place. 말세이를 위하여. 말세이의 밤을 위하여. 말세이의 시를 위하여. 시. Pour le poème de Marseille. 한잔 마시겠습니다. Je vais prendre un. 이 방에 오게 해주신 이마누엘 봉사르 선생에게 감사드립니다. Je veux remercier tout d'abord monsieur le directeur Emmanuel Ponsard de CIPM de m'avoir donné de l'occasion et de la possibilité de vous rencontrer ici. 또 엑산프라 봉사의 장크로드 그레센조 선생께 감사합니다. Et également, je remercie beaucoup de Aix-en-Provence et de Jean-Claude Crescenzo de Aix-en-Provence. 나는 동아시아의 새입니다. 옛사람의 상상 속에 있는 대붕이라는 아주 커다란 새가 아니라 수많은 첫새 중에 한 마리이지요. Et je suis un oiseau venu d'Asie de l'Est. Je ne suis pas l'oiseau, l'oiseau géant imaginaire qu'on peut trouver dans le mythe chinois,
qui s'appelle Debout, mais plutôt je suis un des innombrables oiseaux migrateurs qu'on peut trouver partout. 나는 시인 생활 약 60년을 살았습니다. 그러나 나는 또 하나의 시인으로 태어나고 싶은 꿈을 이곳에 와서 고백합니다. Et depuis 60 ans, je mène une vie de poète. Mais ici, devant vous, j'ai quelque chose à vous avouer. J'avoue que j'aimerais bien renaître à nouveau comme poète. 이곳은 고대 인도와 페르시아 그리고 고대 동아시아의 강 기슭에서 그리고 에헤게 바다 위에서 시인들이 태어난 것처럼 유럽 시의 첫 발상지임을 나는 오래전부터 알고 있었지요. 바로 이런 오래된 시의 장소는 이전의 시인이 이후의 시인으로 재생할 수 있는 유서 깊은 묘주의 자궁일 것입니다. Et depuis longtemps, je sais bien que votre région est le lieu de naissance de la poésie européenne, tout comme en Inde, en Asie, en Perse, en Asie de l'Est, des poètes sont nés au bord d'une rivière ou au bord de la mer Égée. Mais on pourrait considérer ces lieux de poésie historique comme l'utérus de la muse qui permet aux poètes de renaître à nouveau. 저 12세기 초 이곳 남프랑스 프로방스야말로 지상의 묘주인 음유 시인들이 이 성에서 저 성으로 전전하며 여름의 숲처럼 무성했었지요. 지금껏 남아있는 400여 명의 시인 이름으로 보아 몇 천 명의 시인들이 명멸한 사실을 우리는 추정할 수 있습니다. Et jadis, au début du XIIe siècle, en Provence, dans le sud, dans le midi de la France, foisonnaient les troubadours, excusez-moi, ces muses de la terre qui allaient en château du Nord. D'après pour les quelques 400 poètes qu'on cite aujourd'hui, il faut sans doute compter en réalité quelques milliers de poètes qui scintillaient à l'époque. 그들은 가장 절절한 시가를 바친 대가로 신분 높은 부녀의 이마에 키스할 수 있는 최상의 축복을 누렸습니다. 공소레멘때 그것이지요. Mais en fait, il jouissait de la plus belle bénédiction en pouvant embrasser une dame noble sur le front en compensation des plus beaux poèmes et chansons. Et voilà, consolation. 이 프로방스 음유 시인 트루바두르는 끝내 북프랑스로 퍼져가지요. 그곳에서 트루베루로 무르익은 그런 시정을 펼쳤지요. Ces troubadours provençaux s'étaient répandus jusque dans le nord de la France. Ils y avaient étendu leur âme poétique en prenant le nom de trouvère. 아니 더 동북쪽으로 또 넘어가서는 독일의 미네로 꽃피어나서 그곳 미네장을 노래하는 미네장거의 그 기사 문학을 또 이루어줬지요. Et avançant encore plus vers le nord-est en Allemagne, les fleurs de troubadour se sont épanouies sous le nom de Minet en allemand et avaient fondé la littérature de chevalerie de Minnesänger ou bien Minnesänger, chantant le minaisan allemand. 진작부터 시인은 기사이기도 했으니까요. Et depuis bien longtemps, les poètes étaient aussi chevaliers. 어디 이쁘니까 지중해를 건너가 시칠리아 학파라는 시인 왕국을 이루었었죠. 그것이 다시 이탈리아 본토에 상륙해서 트로바토레로 뿌리 내리죠. 끝내 더 북쪽에서는 도보 해협을 건너서 영국의 근세 시가 또 스페인으로 넘어가 피레네 산맥을 넘어가서는 스페인의 근세 시가 됩니다. Mais ce n'était pas tout. En franchissant la Méditerranée, les poètes provençaux ont fondé un royaume de poètes, l'école sicilienne,
qui s'est étendu ensuite en Italie métropolitaine et qui a fini par enraciner sous le nom de Trovatore. Et depuis, les troubadours, excusez-moi, ont contribué à la fondation de la poésie moderne anglaise de l'autre côté de la Manche au nord, et puis au sud en créant la poésie moderne en espagnol en longeant les Pyrénées. 이런 시 운명의 발원지에 와서 내가 새로운 시인으로 태어남으로써 오늘 나는 시인 생활 원년을 시작합니다. 여러분의 축하를 받고 싶습니다. Et nous voilà avec vous dans ce lieu originel de la poète et de la poésie. En renaissant à nouveau comme poète dans ce lieu, je commence la première année de ma nouvelle vie de poète. Donc, j'aimerais bien que vous me félicitiez. 이제 나의 가난한 시를 읽겠습니다. 저 동쪽 제3 해변의 묘지에 아내의 가족과 함께 묻힌 폴 발레리의 무덤을 생각하면서 읽겠습니다. 또 브래드리 미르트랄도 생각하면서 읽겠습니다. Et maintenant, je vais lire les quelques-uns de mes pauvres poèmes. Je vais les lire tout en pensant à la tombe de Paul Valéry, enterré par sa belle famille au cimetière marin de Sète. Et également, je ne vais pas oublier Frédéric Mistral. Poésie oubliée. Si c'était possible, si c'était vraiment possible, pourquoi n'aurait-on jamais envie de tout recommencer? De redevenir un nouveau-né, sorti du ventre de sa mère. La vie doit toujours écouter le bruit de la prochaine vague, seule. Pourtant, on ne devrait jamais faire marche arrière. Les fragments de ces années d'errance battent au vent comme la lessive, ici et là. Lorsque j'étais pauvre, je manquais même de larmes. Certaines nuits, je réchauffais mon dos gelé contre un feu de bois mourant et me retournais pour chauffer ma poitrine. Certaines nuits, frigorifié, je tremblais de froid toute la nuit. À chaque fois que les innombrables demain devenaient aujourd'hui, je me retrouvais bien souvent dans le fond. Au crépuscule, les montagnes se serraient les unes aux autres, et le chemin à prendre me paraissait plus long que celui que j'avais déjà parcouru. Le vent soufflait, puisque la tristesse ne sera jamais à vendre ou à acheter, comme une lampe, au loin, soyons tristes. Je ne devrais rien avoir oublié, mais ayant le sentiment d'avoir oublié quelque chose, je me lève brusquement de là où je me tenais. Étions-nous aux environs de la pointe de la péninsule de Taihan, sur laquelle se levait le brouillard? Était-ce un esprit qui hurlait autrefois, ou la poésie? 두꺼운 시. 그럴 수 있다면, 정녕 그럴 수만 있다면, 갓난아기로 돌아가 어머니의 자궁 속으로부터 다시 시작하고 싶을 때가 왜 없으리. 삶은 저 혼자서 늘 다음의 파도 소리를 들어야 한다. 그렇다고 가던 길 돌아서지 말아야겠지. 그동안 떠오던 세월의 조각들 여기저기 빨래처럼 펄럭이노나. 가난할 때는 눈물마저 모자랐다. 어느 밤은 살려가는 화토불에 추운 등 쪼이다가 허허롭게 돌아서서 가슴 쪼였다. 또 어느 밤은 그저 어둠 속 온 몸 다 얻으며 덜덜덜 떨었다.
수많은 내일들 오늘이 돌아올 때마다 나는 곧잘 뒷자리 손님이었다. 저물려 산들은 첩첩하고 가야 할 길 온 길보다 가득하더라. 바람 불더라. 바람 불더라. 슬픔은 끝까지 사고 파는 것이 아닐진데 저만치 등불 하나 그렇게 슬퍼하라. 두고온 것이 무엇이 있으리오마는 무엇인가 두고온 듯 몸을 든 자리를 어서 털고 일어선다. 물안개 거치는 서해안 태안반도 끝머리쯤인가. 그것이 어느 시절 울부짖었던 넋인가 시인가. Clair de lune. Cette nuit d'il y a 1500 ans, la lune sur sa trajectoire, ensorcelée par les plaintes d'une flûte, écoute avec attention le monde d'en bas, écoute autant qu'il lui plaît, puis s'en va. Soudain la flûte se tait et la lune a presque disparu. Aucune trace d'ennemi. 달밤 1500년 전의 오늘이면 된다. 1500년 전의 오늘 밤이면 된다. 그 누구네 애끓이는 피소리에 가는 달 홀려 이 지상에 귀 기울이고 실컷 귀 기울이고 가더라. 어느덧 그 피소리 먹고 달도 무척이나 기울었더라. 세상의 적과 적 아무데도 없더라. Lorsque le vent souffle. Lorsque le vent souffle, tout se change en drapeau. Tu te changes en drapeau, avant moi. Non, les racines souterraines se changent en drapeau, avant les arbres sur la terre. Au crépuscule, les oiseaux dans leur vol se changent en drapeau. La lessive presque sèche, tes cheveux, sans la moindre dissimulation, sont déjà des drapeaux. Sous l'océan, sous la pression des profondeurs sombres, quelle peut être la liberté des poissons dansants et ondulants, si ce n'est un drapeau caché? Lorsque le vent souffle, l'amertume des profondeurs de mon cœur s'échappe et se change en plaisir hâtif. Non, même la chute est mon envol, le drapeau de l'envol, le drapeau des nuages. Lorsque le vent souffle, lorsque le vent souffle, toutes les choses hors de toutes les choses finissent par se changer en drapeau. Lorsque le vent souffle, avant de se changer en vent, d'abord il se change en une mort, en une naissance. Lorsque le vent souffle, tout se change en drapeau. Le drapeau du ciel se met à battre sans commencement et sans fin. 바람이 불면 모든 것이 깃발이 된다. 나보다 내가 먼저 깃발이 된다. 아니 지상의 나무보다 지하의 나무 뿌리들이 먼저 깃발이 된다. 그 뒤로 해질녘 새들의 깃발이 된다. 거의 다 마른 빨래들도 내 머리칼도 한 올이 거짓없이 이미 깃발이다. 저 바다 밑 시임의 수압 속 너울너울 춤추는 고기들의 자유가 남 모르는 그 깃발 아니고 무엇이냐. 바람이 불면 내 가슴 깊은 응어리를 뛰쳐나와 서두르는 환희가 된다. 아니 추락조차 비상이다. 비상의 깃발, 구로의 깃발이다.
되기 전에 먼저 어느 임종, 어느 탄생이 된다. 바람이 불면 모든 것이 깃발이 된다. 깃발의 하늘 창도 없이 끝도 없이 휘날린다. Là où je veux aller,